Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce deuxième épisode consacré à l'observation et à l'astrophoto du Soleil avec un instrument H-alpha. L'objectif c'est d'observer bien évidemment le Soleil dans la bande C, l'arrêt de l'hydrogène H-alpha qui nous permet d'avoir beaucoup de contraste et d'observer pas mal de structures. Donc cet épisode s'appuie directement et en prolongement de cet épisode-là consacré effectivement à ce qu'il y a à voir, qu'est-ce que l'on peut voir dans l'arrêt de l'hydrogène H-alpha. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de voir ensemble comment fonctionne un filtre Fabry-Perot, comprendre en fait pourquoi on ne peut pas utiliser ces petits filtres interférentiels que l'on connaît pour l'observation et l'astrophotographie du ciel profond. Donc ici, un filtre H-alpha de 7 nanomètres de chez Optolong. Et donc effectivement, nous allons voir ensemble tous les différents éléments que constitue un télescope pour observer et photographier le Soleil dans l'arrêt de l'hydrogène H-alpha, vous permettre de voir les différents types, et finalement, quand vous allez voir un instrument dédié à l'observation de l'hydrogène H-alpha, vous allez comprendre comment il fonctionne, vous allez comprendre ses forces et ses faiblesses, bref, un véritable guide d'aide au choix. Par contre, je ne vous ferai pas une étude de marché en vous disant, voilà tous les instruments qui existent dans telle ou telle marque, parce que là, effectivement, ça prendrait beaucoup trop de temps. Voilà, les instruments pour l'observation et la photo du Soleil dans l'arrêt de l'hydrogène H-alpha, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors commençons si vous le voulez bien, et bien tout simplement par un petit rappel, mais bon ça vous connaissez déjà, la lumière blanche est en réalité constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus ensuite après le rayonnement du soleil qui se passe dans l'invisible, donc notamment l'infrarouge, l'ultraviolet. Ce qui va nous intéresser, c'est d'observer le soleil dans la bande C elle est ici, 656,3 nanomètres, ça correspond en fait à l'hydrogène H-alpha. Et donc nous l'avons vu ensemble la dernière fois, on peut observer le Soleil dans différentes longueurs d'onde, mais l'hydrogène est très intéressant. Quand on se cale sur la bonne longueur d'onde donc de la bande C, on va observer un certain nombre de contrastes par phénomène d'absorption et de réémission de la lumière. Vous observez le Soleil finalement un petit peu de cette façon-là, c'est totalement monochromatique et rouge. Là, ici, c'est une photo en fausse couleur. Et donc le phénomène, c'est que le Soleil émet de la lumière dans toutes les longueurs d'onde. Par contre, la présence de matière au-dessus, là, ici dans la chromosphère ou les protubérances, viendra absorber cette lumière. Ça nous fera une raie d'absorption que vous voyez ici. Mais également, une fois que l'atome d'hydrogène aura été excité et puis, comme il est instable, se désexcite, émet de la lumière dans cette longueur d'onde et ça nous fait une émission de couleur rouge. Et c'est ce que nous voyons là, par exemple, avec cette protubérance et avec cette petite protubérance là également. Donc en fait, en se calant exactement sur cette longueur d'onde de 656,3 nanomètres, on va pouvoir observer tous ces phénomènes. Et ça maintenant, ça n'a plus de secret pour vous, puisque c'est ce que nous avons vu dans l'épisode précédent. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser un petit peu. Alors la question, voilà ces filtres-là, que vous connaissez pour l'astrophotographie ou l'observation du ciel profond. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les utiliser? Eh bien, j'ai pris un filtre, le Optolong L-Ultimate en 3 nanomètres, que j'ai placé devant ça. C'est un spectromètre de chez Cheiac Instruments, qui nous permet de voir effectivement la lumière et de décomposer en fait le spectre de la lumière qui rentre. Donc en dessous vous avez la lumière du soleil et là vous avez la lumière du soleil filtrée par ce filtre qui fait 3 nanomètres de longueur d'onde. Je vous propose de voir effectivement ce que ça donne quand on se balade pour observer les raies de Fraunhofer du soleil. Et donc nous avons le Sony A7R2, nous allons balayer en fait ce qu'on appelle les raies de Fraunhofer, c'est-à-dire des raies sombres dans ce spectre de la lumière du soleil. Donc en fait on va retrouver les couleurs de l'arc-en-ciel et voir ensemble en fait ces zones où la présence de matière au-dessus du soleil vient absorber la lumière du soleil. Alors dans certains cas ça peut être aussi des composants de l'atmosphère terrestre, notamment dans l'infrarouge, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'observation infrarouge tant que ça depuis la Terre, et c'est pareil aussi dans l'ultraviolet. Mais par contre, on a certaines raies intéressantes. Donc ici, on va sélectionner nos raies, et on va commencer par une raie très célèbre, c'est celle-ci,
Donc c'est l'arrêt, la bande C, c'est l'arrêt de l'hydrogène H-alpha. Et on voit cette raie sombre. Quand on va vouloir faire donc de l'observation du soleil dans l'arrêt de l'hydrogène H-alpha, on va mettre la longueur d'onde de notre étalon Fabry-Perot exactement sur cette raie sombre. Ça va assombrir le soleil. Et en fait, toute cette matière qui vient absorber la lumière qui provient de la photosphère et qui traverse la chromosphère, eh bien, cette matière vient absorber cette lumière du soleil. Et à ce moment-là, on voit la présence de matière en ombre chinoise. Donc l'arrêt de l'hydrogène H-alpha est clairement la plus évidente à ce niveau-là. Mais il y en a d'autres. Et en fait, quand on commence à parcourir, on va vers l'orange. Hop, et là, on va continuer et on va tomber ici sur un ensemble de raies par ici. Que je ne dise pas de bêtises, ça doit être celle-ci. Alors on va assombrir un tout petit peu l'image. Et ce sont les raies du Na, c'est-à-dire du sodium. Et il existe chez Daystar un Daystar Quark sodium. On va continuer ici. Hop, 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 hop. Et là, on va arriver Mg. Donc c'est le magnésium. Et on a des très très belles raies également. On continue et on va tomber sur le H-bêta. Il est possible de voir quelques phénomènes sur donc la chromosphère du Soleil dans l'hydrogène H-bêta. Et on continue, on doit avoir le H-gamma et le H-delta. Et ensuite, quand on continue, alors hop, on va essayer de pousser la luminosité au maximum. C'est pas évident parce qu'on est vraiment dans la limite de cet appareil photo. On va tomber à un moment donné sur les raies, donc calcium H et calcium K. Voilà, ce sont les raies donc de Fraunhofer du Soleil. Et donc la plus évidente, bien évidemment, c'est l'hydrogène H-alpha. Et je vous propose de voir maintenant comment va fonctionner l'étalon ou l'interféromètre Fabry-Perot pour les observer. Voilà, donc maintenant que c'est beaucoup plus évident pour vous, si je place ce filtre de 3 nanomètres de longueur d'onde ici, eh bien on voit très très nettement. Alors on voit un phénomène de décalage et c'est tout à fait normal. Parce que quand les rayons de lumière arrivent dans un filtre interférentiel comme ça, la longueur d'onde varie. Je vous montre. Là, vous me voyez en rouge. Et là, quand je décale, vous me voyez avec un décalage de couleur vers le bleu. Donc c'est un petit peu plus orange. Et la raison est relative au fonctionnement donc, de ces filtres. Et c'est pourquoi, avec un fil de 3 nanomètres de longueur d'onde, on va le décaler légèrement vers le rouge, ce qui fait que quand on va l'incliner, le filtre va se décaler légèrement vers le bleu, et on va laisser passer les rayons donc, de l'hydrogène H-alpha, même si les rayons incidents de notre filtre ça arrive un petit peu en diagonale. Or c'est le cas puisque j'ai un instrument avec un faisceau de lumière convergente vers le foyer. Alors maintenant que nous avons ça, nous avons une référence d'à peu près 3 nanomètres de large. Et c'est ce que nous allons faire. Donc voilà, j'ai repris simplement en monochromatique que vous voyez là. Et donc je l'ai repris ici. Vous avez une référence qui fait à peu près 3 nanomètres de largeur. Je l'ai réduite. Voici pour 2 nanomètres, 1 nanomètre. 1 angstrom, 1 dixième de nanomètre. 0,5 angstrom et 0,3 angstrom. Et donc voilà les différentes largeurs vis-à-vis de cette bande C, qui est cette bande un petit peu plus sombre. Donc quand on fait maintenant le multiplicatif par rapport à cette lumière du soleil, voilà ce que ça donne. Voilà, avec un filtre de 3 nanomètres de longueur d'onde, toute la lumière qui passerait si on observait le soleil. Alors on fera une filtration adaptée en amont pour éviter un échauffement bien sûr. Mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup de lumière qui s'additionne là, la petite bande d'absorption et beaucoup de lumière ici. 3 nanomètres, ce sera beaucoup trop large, il y aura beaucoup trop de lumière finalement qui va passer, on n'aura absolument aucun contraste. Pareil avec 2 nanomètres, pareil avec 1 nanomètre et 1 angstrom, vous voyez que ça commence à aller un petit peu. Donc en fait concrètement ça va nous donner exactement ce phénomène, en fait avec un filtre de 3 nanomètres vous allez plutôt voir ça. Or c'est ça que nous voulons voir. Donc il va falloir effectivement resserrer le filtre et le mettre sur la bonne longueur d'onde. Donc voilà ce que ça donne quand on zoome. Donc j'ai zoomé par 4 en largeur et avec simplement donc 1 angstrom de largeur, vous voyez qu'on a encore un peu de lumière là importante, là, ici de part et d'autre. Et donc effectivement, quand on utilise un Daystar Quark protubérance qui fait donc angstrom de largeur de longueur d'onde, et bien effectivement de bande passante, et bien on a encore trop de lumière, le centre du soleil est très très brillant. Par contre sur les protubérances, on n'aura pas trop de problème d'effet Doppler. Avec 0,5 angstrom, voire 0,3 angstrom, on voit qu'on est vraiment, on arrive à se caler vraiment en plein dans la bande d'absorption de l'hydrogène, et donc là on commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà ce qui se passe si on est trop décalé vers le bleu, et puis ensuite là on est bon, et puis là on se décale vers le rouge, on voit qu'à un moment donné on ne voit plus rien. Donc il faut vraiment bien se caler, et en même temps avoir une largeur qui ne soit pas trop large, sinon on n'a plus assez de contraste.
Donc, je ne répéterai pas ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, il y a plein de choses à voir, des ports, des bombes d'Ellerman, des filaments de région active, des flares, des plages, des arches de transition de champ magnétique. Et voilà un petit peu la différence entre l'observation en bande G, donc dans le visible à 430 nano, et l'observation dans l'hydrogène H-alpha, donc toujours cette belle animation de David Dominé. Voici ici l'observation des bombes de Lerman. Là, on est un petit peu vers le bleu, donc par Jean-Pierre Brahic, et on voit tous ces petits points blancs là qui sont des bombes de Lerman. Donc c'est vraiment très très intéressant. Les protubérances, alors là, on a un phénomène à prendre en compte, c'est que on a un phénomène d'effet Doppler. Quand de la matière se rapproche de nous ou de la matière s'éloigne de nous, eh bien, on a un effet de décalage vers le bleu ou vers le rouge, et il faut que le filtre soit plutôt assez large pour les protubérances, mais néanmoins on arrive quand même pas trop mal à s'en sortir avec un étalon à 0,5 angstrom. Et les éruptions solaires, bah voilà, ça va être les mêmes phénomènes, mais toujours très très intéressantes. Les spicules, bah, il faut être sur la bonne longueur d'onde pour pouvoir bien les voir. Parce que ça, là on est sur des phénomènes vraiment très très rapides, 30 km par seconde, on a un effet Doppler réellement significatif. Puis ensuite, bon, les vortex, c'est encore d'autres choses intéressantes à voir. Alors du coup, maintenant, comment vont fonctionner nos instruments? Alors vous comprenez déjà une chose, c'est que autant en lumière blanche, on va travailler avec à peu près 300 nanomètres de longueur d'onde. On peut éventuellement prendre un filtre un petit peu plus large ou un filtre extrêmement étroit. Donc là, on va travailler vraiment avec un filtre extrêmement étroit. On aura peu de lumière, mais ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Concrètement, en fait, on va faire 3 étages de filtration. On va utiliser un filtre ERF là, ici, qui va avoir pour objectif de vraiment d'écarter le gros de l'énergie du soleil, parce que sinon on aurait un échauffement important dans l'instrument. Alors jusqu'à 80 mm de diamètre, certains étalons vont le supporter, on va le voir ensemble, mais sinon il va falloir filtrer avec ce qu'on appelle donc un filtre ERF, qui va laisser passer globalement que le rouge. Donc on va tuer l'infrarouge, on va tuer le reste. Bon là celui-là il est un petit peu spécifique, il laisse passer encore un petit peu de bande calcium, mais sinon voilà, on va vraiment diminuer significativement l'échauffement, et concrètement un ERF ça donne ça. Donc vous voyez que vous avez des reflets bleus et en même temps du rouge qui passe au travers, et bien c'est normal. Le reflet bleu c'est la lumière que l'on ne veut pas, et le rouge qui passe, c'est la lumière que l'on veut. Et donc ça évitera les échauffements. Et ce filtre-là n'absorbera pas la lumière qu'il rejette. Et donc ça évitera de chauffer. Ensuite, on aura notre étalon Fabry-Perot qui va être constitué en fait quelquefois. Alors soit c'est intégré, soit c'est en 2 parties. La première chose, c'est qu'on va avoir des peignes comme ça qui vont se passer, mais qui vont être très très fins. Et ensuite, un filtre donc bloquant qui va laisser passer réellement que l'arrêt de l'hydrogène H-alpha. Donc c'est ça qui va nous intéresser. En définitive, si on laisse passer 0,5 angstrom, ce qui est à peu près l'objectif communément admis, eh bien on va laisser passer par rapport à la lumière visible, on va laisser passer, eh bien finalement, on avait 300 nanomètres, donc de 400 à 700 nanomètres à peu près de longueur d'onde visible. Donc déjà on va diviser par 300, et 0,5 angstrom c'est un 20e de nanomètre, donc on est à 1/6 millième de la lumière visible. Je vous renvoie donc à l'épisode sur la lumière visible où on parlait des filtres OD 3.8 qui laissent passer 1/6400e de la lumière visible pour la photo, et donc en fait on est globalement dans les clous, c'est à peu près l'équivalent. Alors concrètement, comment va fonctionner notre étalon Fabry-Perot, puisque là on est obligé d'utiliser un filtre un petit peu particulier. Comprenez que la lumière est à la fois on va la raisonner sous la forme de photons, et à la fois on va la raisonner sous la forme d'onde. Et là on va essayer de raisonner en forme d'onde. Donc si vous prenez tout simplement, vous secouez de l'eau par exemple dans un lac, vous allez voir ces fameuses ondes comme ça se propager. Et bien la lumière se comporte de la même façon. Vous avez une source lumineuse ici à gauche, qui va passer dans 2 fentes, ce qui va faire relativement 2 sources lumineuses. Là, on va considérer qu'on est monochromatique, on a une seule longueur d'onde. Et ces 2 sources lumineuses, qui sont pourtant synchronisées l'une avec l'autre, et puisqu'elles proviennent de la même source au départ, vont avoir un phénomène, c'est qu'en fonction des rayons qui proviennent d'une source et de l'autre, il va y avoir un phénomène d'addition ou de soustraction en fonction de la position relative aux 2 sources. On comprend bien que, alors attendez, je vais vous placer ma souris ici. Si vous êtes ici, vous avez un certain nombre là, une certaine distance, donc un certain temps, et là ici, vous avez une distance un peu plus importante, et il va y avoir un phénomène de déphasage qui va se faire. Donc c'est comme ça que fonctionnent les fentes de Young, et c'est justement un peu cette propriété de la lumière que l'on va utiliser. Alors on va l'utiliser différemment, on va utiliser un étalon Fabry-Perot. Comment va-t-il fonctionner? Eh bien il suffit d'avoir un rayon de lumière qui va passer entre 2 lames
semi-réfléchissante, mais pourtant quand même très réfléchissante, et une partie donc de cette lumière va traverser la deuxième, mais une autre partie va se refléter vers la première et se refléter à nouveau vers la deuxième. Et là, à ce moment-là, va sortir. Et à nouveau, encore, un pourcentage qui va aller vers la première, aller vers la deuxième, et encore à nouveau, etc. Donc on va se retrouver finalement avec des rayons qui vont se retrouver déphasés. On comprend que la trajectoire A, B, C, D est plus longue que la trajectoire A, B, H. La différence, donc, est plus longue. Et comme on est face à une onde, on va introduire un retard dans la lumière qui va passer. Et ce retard va du coup, avec ce déphasage en fait, va nous permettre de faire une soustraction de certaines longueurs d'onde quand on va avoir bien l'addition, c'est-à-dire le passage finalement, parce qu'on avait, on avait compris qu'on avait séparé un petit peu les rayons là, on va les réadditionner là finalement en sortie, puisqu'ils ont la même, au final la même longueur d'onde, ils vont se réadditionner. Et donc c'est comme ça qu'on va, effectivement, donc Charles Fabry et Alfred Perot vont avoir trouvé ce phénomène. Et donc concrètement, ce qui va se passer après ça derrière au foyer, sur un faisceau monochromatique, on va avoir un phénomène là, ici, effectivement, de franges d'interférence, une figure d'interférence, c'est ce qui va faire les fameux anneaux de Newton que l'on peut observer dans certains cas. Ne vous inquiétez pas, on verra dans les épisodes suivants comment est-ce qu'on peut s'en affranchir. Et en vision fréquentielle, eh bien, vous avez une longueur d'onde qui va passer. Vous avez un delta là qui dépendra du filtre et de la longueur d'onde que l'on veut laisser passer. Et là, vous avez encore de la longueur d'onde qui va passer. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un filtre Blanquant. Ça existe sous la forme d'un renvoi coudé ou ça peut exister en version droite. Dans certains étalons, c'est déjà intégré, qui va laisser passer ça. Et donc il va couper toutes les pics, tous les peignes, et on va laisser passer qu'une seule. Donc un seul pic qui va correspondre à la longueur d'onde qui va nous intéresser. Voilà comment ça va fonctionner. Et donc effectivement, il va exister plusieurs modèles, plusieurs gammes, plusieurs qualités d'étalons Fabry-Perot, tout simplement en fonction de la largeur de la bande passante qu'ils vont laisser passer. Un Fabry-Perot de 0,5 angstrom aura beaucoup plus de contraste qu'un Fabry-Perot de 1 angstrom. Et ça dépend de la réflectivité des deux surfaces qui vont constituer l'étalon. Et c'est ce que nous voyons dans ce graphe-là, dans ce qu'on appelle la finesse d'un interféromètre de Fabry-Perot. Et plus c'est fin, plus ça coûte cher. Alors il va exister en fait dans le commerce 3 types d'étalons en astronomie. Un étalon tiltable ou inclinable, un étalon à four ou un étalon à pression. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, notamment parce qu'ils ne peuvent pas être placés forcément tous à la même position. Un étalon tiltable peut être placé par exemple en pleine ouverture ou en position intermédiaire. Les étalons à pression seront plutôt dans le commerce trouvables en position intermédiaire et les étalons à four seront plutôt à trouver en position à l'oculaire. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure des différents types de montages que vous pouvez trouver dans le commerce. Alors le filtre ERF, on en a déjà parlé à l'ouverture, il permet de diminuer finalement l'énergie du soleil qui va arriver à l'entrée qui va rentrer dans l'instrument. Ça va éviter bien évidemment les échauffements, voire un risque de destruction de l'instrument. Plus le diamètre sera important, plus il va y avoir d'énergie et de chaleur en particulier. Donc ça peut aller jusqu'à une destruction quand même à l'intérieur, de détruire un étalon Fabry-Perot ou de fondre des trucs à l'intérieur de l'instrument, donc il faut quand même faire attention. Donc le filtre ERF est clairement recommandé assez vite, et qui plus est si vous êtes en altitude. Daystar le recommande à partir de 80 mm de diamètre. Personnellement, moi j'en utilise déjà en dessous parce que ça c'est quand même un triplet apochromatique avec un correcteur aussi à l'intérieur, il est là le correcteur, et donc là tout ça, ça fait quand même des lentilles qui commencent à coûter un petit peu cher. Vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser tout simplement ce petit filtre interférentiel en 2 pouces, donc ça fait 48 mm de diamètre, et ça on le verra, j'ai utilisé ça pendant longtemps en fait à l'intérieur de la 61 EDPH, en entrée en fait de la 61 EDPH, et ça marche très bien. On pourrait aussi envisager de le mettre en position intermédiaire dans la lunette et ça va refléter la lumière que ça vient rejeter. Je préfère pas, mais c'est faisable. Sinon, vous pouvez utiliser un filtre UV Cut pour la photo, tout simplement, par exemple pour des objectifs photo de 100 à 120 mm de diamètre. Ça coûte assez cher, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un filtre RF. Ou un filtre rouge, comme le Baader 610 nanomètres, ou des choses comme ça. Là aussi, ça aura une certaine efficacité. Donc là, une chose est certaine, c'est qu'à partir du moment où vous mettez votre main au foyer et que vous sentez que ça chauffe un petit peu, c'est mauvais signe.
Donc c'est pour ça qu'il vous faudra dans ce cas-là un ERF. Il existe des miroirs qu'on appelle ERM, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera bientôt. Alors, des étalons prêts à l'emploi. Alors vous avez le Baader Sundancer 2, qui est donné pour 0,6 angstrom. Il s'utilise pour un rapport focal sur diamètre entre 6, 5 et 10, parce qu'il intègre ce qu'on appelle un extendeur télécentrique, ou une télécentrique, 3 fois. Le Daystar Quark, donc ça c'est le Gemini, qui contient en fait deux types de Fabry-Perot, parce que il existe en version 0,5 angstrom, c'est la version chromosphère, et en version 1 angstrom, c'est la version protubérance. Très clairement, la protubérance peut être intéressante pour l'observation, mais c'est tout. Si vraiment vous voulez faire que de la protu, effectivement, oui, vous pouvez le considérer, mais en fait, le 0,5 angstrom suffit largement pour pouvoir faire de la protubérance et aussi de la chromosphère, justement. Alors que le 1 angstrom n'est pas bon pour la chromosphère, il n'a pas assez de contraste. Mais je vous donnerai une astuce pour pouvoir utiliser celui-là, justement, à 1 angstrom aussi. Il y a une petite astuce pour le faire. Donc il s'utilise entre F4 et F8 parce qu'il utilise un télécentrique donc de 4,2 fois. Et vous avez le Daystar Cambo qui existe, lui il n'a pas de télécentrique et donc on peut l'utiliser entre F15 et F30. Par exemple derrière un Schmidt Cassegrain, c'est une possibilité. Le filtre bloquant est intégré dans ce type d'étalon Fabry-Perot. Vous avez les étalons haut de gamme, vous avez le Baader Solar Spectrum, c'est vraiment le top du top sur le marché. Il existe avec une ouverture, alors celui-là il a une ouverture, je crois qu'il fait 21 mm en sortie. Et puis sinon c'est le filtre bloquant vraiment qui joue là-dessus, donc vous avez des BF quelque chose, et c'est en fait le BF correspond à la taille justement de la sortie en millimètres je crois. Plus c'est important, donc BF 1200 ça doit être 12 mm je crois, BF 8 je ne sais plus trop, mais bon bref, ça se comprend assez vite, ça nous donne une taille en millimètres. Là on est sur 25 mm, 32 voire 46 mm, vous voyez, on est sur du gros là. Et avec une FWHM, enfin une longueur d'onde passante, une bande passante de 0,3, 0,5 à 0,65 angstrom. Donc là, effectivement, 0,3 angstrom, c'est quand même super contrasté, c'est assez formidable. Un 32 mm 0,3 angstrom, ça coûte vraiment très très cher, mais la qualité est absolument incroyable. Vous avez chez Daystar le Quantum, alors ils font tous 32 mm et ça existe de 0,3 à 0,8, alors il y a 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, enfin vous prenez celui que vous voulez. Ils devront tous être précédés d'un extendeur télécentrique, alors ça peut être les TZ2, TZ3, TZ4 chez Baader ou la PowerMate donc de chez Télévue. Alors à noter quand même que l'extendeur télécentrique de chez Baader est vraiment dédié au H-alpha, alors que la PowerMate n'est pas strictement une télécentrique d'après ce qu'on me dit, et elle est plus universelle, donc elle sera peut-être un tout petit peu moins optimale. Mais vraiment les TZ de chez Baader sont reconnus pour ça, et sont conçus justement pour se visser directement devant le Solar Spectrum. Il existe chez Baader un réducteur de focale, et d'ailleurs chez Daystar ça existe aussi, un réducteur de focale spécial H-alpha. Il faut vraiment être certain de son montage et tout ça parce que les réducteurs de focale ça peut aussi altérer un petit peu les images. Et donc le filtre bloquant sera intégré. On est sur des gammes, alors il existe deux gammes, amateurs et professionnels pour ces filtres là, et on peut régler la longueur d'onde justement avec vraiment une sélection digitale. Donc là on est vraiment sur du haut de gamme. Sur un étalon comme le Daystar Quark, et bien là en fait on a un potentiomètre donc pour la sélection. En fait, on est en position médiane, moins 0,1 angstrom, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4, moins 0,5. En position 0, donc toujours 656,3, plus 0,1, plus 0,2, plus 0,3, plus 0,4, plus 0,5. Mais ça, c'est si vraiment votre étalon est bien centré sur le 656,3. J'en ai déjà vu un où en fait on était plutôt centré en étant à peu près en position 2 ou 1. Donc là c'est un truc à savoir. L'autre chose aussi c'est que du coup le Fabry-Perot n'aime pas beaucoup les très basses températures en hiver. C'est pour ça que je lui mets une capsule de protection faite à l'imprimante 3D pour éviter qu'il ne soit dans un environnement trop froid. Et par contre il n'aime pas beaucoup non plus les trop hautes températures en été, puisque là il est au-delà finalement de sa plage de fonctionnement nominale. Ça c'est vraiment le défaut de ce type d'étalon. Et vous aurez noté du coup que le Baader Solar Spectrum, lui, intègre carrément un module de refroidissement. Donc pourquoi est-ce qu'on mettra un extendeur télécentrique devant? Eh bien, comprenez que quand vous avez un objectif là et des faisceaux qui sont en train de converger, si vous mettez par exemple une Barlow devant, eh bien il va y avoir des rayons qui ne vont pas partir toujours dans le bon sens et tout ça, ça va faire des trucs très très bizarres dans certains cas.
Alors qu'un faisceau télécentrique avec un extendeur télécentrique, vous allez voir que localement ici, donc ça c'est la deuxième lentille de sortie de l'extendeur télécentrique, vous voyez qu'ensuite les rayons, ils sont tous en moyenne orthogonaux à l'axe optique là. Et en fait parallèle à orthogonaux au plan focal, pardon, et globalement parallèle à l'axe optique, ce qu'on appelle télécentrique. Et l'intérêt de ça, c'est que si on place le Fabry-Perot ici, eh ben, les rayons vont être localement orthogonaux finalement à chacune des zones de votre étalon Fabry-Perot, et donc il va pouvoir travailler de la façon la plus optimale possible. Comprenez que le Fabry-Perot sera sensible à cet effet d'inclinaison. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les Fabry-Perot tiltables. Donc en fait, comprenez que ici, vous allez avoir une zone de l'image qui va se retrouver tiltée et une zone de l'image qui ne le sera pas. Donc en fait, la longueur d'onde ne sera pas la même en fonction de la position dans l'image. Comprenez que si vous avez un instrument à f6 ou à f8, il va falloir remettre donc ce sera une lentille qui va servir justement à avoir des rayons un petit peu plus parallèles, une lentille divergente, on va le voir ensemble, ça existe dans les instruments de chez Lunt. Ou si jamais vous avez votre Fabry-Perot à l'entrée de l'instrument, eh ben comprenez que les rayons lumineux qui rentrent dans l'objectif de votre instrument, si vous êtes en train de viser exactement le centre du Soleil, ceux qui viennent du centre du Soleil sont tous parallèles, mais ceux qui viennent sur la périphérie du Soleil vont arriver avec une inclinaison. Et donc il y aura déjà cet effet d'angle vis-à-vis de l'étalon Fabry-Perot qui est à l'entrée de l'instrument, et il va y avoir un petit décalage de longueur d'onde. Qui plus est, quand vous allez incliner le filtre, eh bien là vous allez avoir un angle d'incidence important, là vous allez avoir un angle quasiment orthogonal. Et donc qu'est-ce qui va se passer? La longueur d'onde ici sera plus dans le bleu que la longueur d'onde ici. Donc en fait, vous allez avoir un effet de déséquilibre de la longueur d'onde de votre image en fonction de la zone de votre image, et ça c'est très problématique. Donc vous avez ce phénomène-là en fait à chaque fois que vous allez avoir un étalon tilté, qu'il soit en position intermédiaire, donc ici, ou qu'il soit à l'entrée de votre instrument. Alors c'est pas complètement académique la façon dont j'explique le truc, mais c'est vraiment ce phénomène-là. Bien évidemment, ce montage-là, c'est vraiment le montage pour expliquer ce qu'est une Barlow, hein, c'est sur le site de Serge Bertorello, et globalement, on va mettre de toute façon une lentille divergente de type Barlow, c'est un simplet en fait, devant un étalon Fabry-Perot, donc ça montre bien l'idée que les rayons vont pas travailler de la même façon, alors qu'avec un extendeur télécentrique, ce sera beaucoup plus clean. En fait, un étalon Fabry-Perot a besoin de travailler avec un rapport focal sur diamètre élevé pour avoir les rayons vraiment le plus parallèles possible, donc on est plutôt sur f30. Ensuite, vous allez avoir un autre truc, qu'est-ce qu'on va appeler le double stack, c'est qu'on va essayer finalement d'affiner la bande passante de notre étalon Fabry-Perot en utilisant deux étalons. Alors on peut le mettre en ouverture, ici, ou on peut en mettre un deuxième derrière le premier, ça c'est chez Lunt, il est proposé de pouvoir faire comme ça. Et sinon on peut empiler deux étalons Fabry-Perot en entrée, voire même un troisième si on le souhaite, ça commence à devenir beaucoup, mais j'ai déjà vu ça le faire. Comprenez là ici, là c'est vraiment, ça vient de chez Lunt pour illustrer justement cet étalon-là, et voyez que là on est un peu plus lumineux ici que ici, donc ici en fait on est beaucoup plus dans l'arrêt de la bande C que là, et inversement là on est plutôt pas mal, et là on est plutôt plus lumineux. Donc vous voyez vraiment le phénomène justement de zonage finalement en termes de longueur d'onde en fonction de la zone de l'image qui pose un petit peu problème. Finalement on a une image qui n'est pas complètement homogène en termes de longueur d'onde. Et ça se voit même à l'oculaire, mais c'est très très sensible effectivement en photo. Je vous propose maintenant de voir effectivement les différentes grandes familles d'instruments disponibles dans le marché. Alors la PST Coronado est hyper connue. C'est un objectif simplet à f10 qui est traité ERF au début. Et là vous avez votre étalon donc en position intermédiaire qui est inclinable. Et cet étalon en fait est précédé d'une lentille divergente, vous avez l'étalon, une lentille reconvergente derrière. Là ensuite vous avez un phénomène finalement voilà un pentaprisme de renvoi, et vous allez ensuite avoir donc un filtre UVIR dit ITF et un filtre bloquant de 5 nanomètres. Voilà. Donc le UVIR, il est clairement pour assurer aussi notre sécurité de façon supplémentaire. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un traitement spécial qui fait que si vraiment on avait la pleine patate du soleil qui passerait là parce que l'étalon Fabry-Perot a explosé, et bien en fait ça s'obscurcirait immédiatement pour assurer la sécurité de l'œil. Donc c'est important à savoir. Alors dans la même famille un petit peu, mais cette fois chez Lunt, vous allez avoir les instruments à étalon tilté.
Donc vous allez avoir une possibilité de double stack avec un module qui se mettra devant et cette roulette qui va servir à incliner donc l'étalon Fabry-Perot. Et sinon, dans l'instrument, là, vous avez un étalon Fabry-Perot, une petite roulette qui permet de le tilter. Et la roulette, en fait, vous la voyez là, sur cette image-là, c'est cette roulette-là qui sert à faire la mise au point. Donc à partir de quoi eh bien, vous avez un objectif convergent, alors pas nécessairement traité ERF, dans le cas de la Lunt LS60, c'est pas le cas, apparemment. Une lentille divergente, l'étalon Fabry-Perot, une lentille convergente, et ensuite, vous avez le même principe de renvoi coudé avec filtre ITF et de filtre bloquant. Et ensuite la possibilité de mettre un oculaire ou une caméra. Donc ça c'est pour la version à tilt. Et donc là vous allez retrouver tout le descriptif détaillé chez Lunt. Vous avez donc l'objectif, la collimating lens pour faire un faisceau collimaté, donc avec des rayons un peu plus parallèles, l'étalon qui va nous sortir sous forme de pic. Vous avez la lentille de refocus pour refocuser les rayons, le filtre ici qui est l'ITF, le renvoi coudé, le filtre bloquant et ensuite une fiberglass là ici de protection, UV blocking notamment, et ensuite pouvoir avoir les yeux. Donc voilà un petit peu comment va fonctionner ce type de lunettes chez Lunt. Alors nous l'avons dit, utiliser un étalon tiltable a un énorme défaut. Et donc effectivement Lunt a développé la version ce qu'on appelle pressure tuner, où on a deux lames espacées d'air et on va faire augmenter la pression de l'air entre ces deux lames pour les écarter. Alors, la distance entre les deux lames doit être extrêmement précise. On parle, je crois, d'après ce qu'on m'avait dit, de 200 angstroms à peu près en termes de précision. Donc ça fait 200 angstroms, ça fait 20 nanomètres. Hein. Donc on a besoin d'avoir quelque chose de quand même très très précis sur la distance entre les deux lames pour pouvoir justement décider ensuite de la longueur d'onde que l'on veut obtenir à la fin. Et donc là-dessus, effectivement, vous avez le même principe de montage, mais sauf que l'étalon se fait par pression. Et c'est nettement plus uniforme puisqu'on n'a pas besoin de le tilter, donc tous les rayons vont travailler de façon uniforme. Alors on aura toujours une petite différence de longueur d'onde sur la zone à l'extérieur de l'image que la zone au centre, mais c'est déjà beaucoup moins perceptible, c'est franchement nettement supérieur en termes de qualité d'image. Et donc en tournant cette molette donc, de sélection de la longueur d'onde, eh bien ça réagit instantanément, c'est vraiment génial. Et c'est là vraiment justement que se trouve l'énorme inconvénient des étalons à four comme le Daystar Quark. Il suffit de donner un petit cran sur la molette de sélection de la longueur d'onde pour être reparti pour 5 à 10 minutes donc d'attente pour la stabilisation. Alors soit il faudra du coup que le four se refroidisse, soit il faudra augmenter la température du four. Et là par contre du coup vous comprenez que pour l'observation des phénomènes rapides comme les spicules, comme certaines éruptions solaires et tout ça, ça peut poser quelques petits soucis. Et en y regardant de plus près, on s'aperçoit en fait que Solar Spectrum est une entreprise qui est importée en Europe par Bader. Et donc en l'occurrence, Solar Spectrum propose aussi un étalon à four mais tiltable, ce qui permet du coup de rechercher une longueur d'onde très rapidement pour pouvoir rechercher un phénomène rapide. Du coup, on a l'avantage de l'un et de l'autre à la fois. Chez Coronado, mais aussi chez Lunt, vous avez des possibilités effectivement d'étalons à l'ouverture. Donc quand c'est une grosse bague comme ça, eh bien elle se tourne tout simplement. Ça, je crois que c'est les étalons type 2, je crois, ou type 3, je ne sais plus trop. Et donc là, ici, vous avez la possibilité d'un double stack. Alors, vous voyez, en fait, avec ce montage, vous n'avez pas besoin de traiter l'objectif ERF parce que l'étalon va le faire directement. À partir de ce moment-là, eh bien, il ne vous reste quoi? Il vous reste à avoir un renvoi coudé avec filtre ITF et filtre bloquant. Voilà, donc il existe ensuite plusieurs diamètres de filtres bloquants, etc., suivant la gamme que vous voulez, suivant surtout l'oculaire que vous voulez. Alors l'intérêt de ça, tout comme les Lunt qu'on a vu avant, c'est que le rapport FD global de l'instrument est relativement restreint, donc ça nous permet de faire une vue assez globale, puis en réduisant la focale de l'oculaire, de se concentrer un petit peu sur des détails. Chez Daystar, par contre, Daystar ne fait que des étalons à four. Donc vous aurez la gamme Daystar Scout, qui est la gamme d'entrée de gamme, avec finalement à l'intérieur un Daystar Quark. Et vous avez ensuite le SR127, qui est vraiment le haut de gamme. Ça, ce sera un Daystar Quantum qui sera intégré à l'instrument, avec un extendeur télécentrique en position 4, donc, et éventuellement un traitement à l'ouverture en fonction de l'instrument. Effectivement, j'imagine que la 127 est traitée. Et le Daystar Scout n'a pas forcément besoin d'avoir un objectif traité, parce que suivant le diamètre, jusqu'à 80 mm, Daystar considère qu'il n'est pas nécessaire de traiter l'objectif. Personnellement, je le recommande, mais voilà. Donc voilà pour Daystar. Vous avez ensuite les différents étalons pour faire du montage à l'oculaire.
Donc le Baader Sundancer 2, qui est vraiment celui que je recommande aujourd'hui. Clairement, si vous voulez acheter un étalon Fabry-Perot pour avoir une lunette un peu universelle, c'est celui-là que je recommande, qui sera supérieur à celui donc au Quark, d'après tout ce qu'on me dit, même si j'ai pas trop vu de commentaires. Donc ensuite vous avez le Daystar Quantum et le Baader Solar Spectrum. Donc toujours le même principe, un filtre RF à l'ouverture, un extendeur télécentrique, et là vous avez votre étalon Fabry-Perot qui contient tout ce qu'il faut comme ITF et filtre bloquant et de sécurité. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire comme montage si vous voulez transformer un instrument ensemble, tout seul. Mais ça, je vous montrerai dans un épisode dédié sur le montage justement du Daystar Quark sur ma 61 EDPH. Vous avez ensuite alors vous avez Erilab qui avait proposé le HAT, et puis après derrière Baader qui a repris le concept. Donc il s'agit d'un Schmidt casse-grain avec une lame de Schmidt traitée qui fait déjà office de RF. Derrière, vous allez éventuellement avoir un extendeur télécentrique, un Fabry-Perot, et ensuite un renvoi coudé. Alors non, il n'aura pas forcément besoin d'un filtre bloquant, ça dépendra en fait de l'étalon Fabry-Perot que vous allez mettre. Vous avez des instruments dits universels, ça commence à devenir un peu plus la mode. Alors pour moi il y a 3 familles vraiment. Vous avez Coronado. Alors on remplacera le renvoi coudé et on retirera donc l'étalon Fabry-Perot en entrée de l'instrument. Et là, vous allez avoir effectivement un instrument que vous allez pouvoir utiliser pour du ciel profond ou du diurne et tout ça. Par contre, je ne sais pas si ces instruments disposent d'un correcteur de champ pour faire de l'astrophoto. Vous avez chez Lunt la possibilité de retirer l'étalon Fabry-Perot. Vous voyez qu'il est retiré, donc ils ont une gamme universelle maintenant qui est vraiment la gamme qui est leur tête de gondole. Et en fait, 3 vis à retirer, on retire l'étalon Fabry-Perot. Et ensuite, 3 vis à remettre, on remet en fait le porte-oculaire dessus. Alors il y a plus de back focus derrière, il va falloir plus reculer pour retrouver le plan focal, mais ça deviendra un instrument universel, donc on comprendra qu'a priori il n'y a peut-être pas en entrée de filtre RF. Je ne sais pas trop comment il fonctionne du coup sur cet aspect-là, mais voilà, un peu comment ça peut fonctionner. Et vous avez du montage, par exemple une 61 EDPH avec un Daystar Quark, ça fonctionne également. 2 autres petites choses à dire avant de terminer cet épisode. Le signe est quelque chose d'absolument fondamental quand on fait du solaire, et c'est ce qui va vous poser problème quand vous allez vouloir monter en diamètre. C'est pour ça qu'on travaille plutôt le matin, c'est vraiment des tests qui l'ont montré, c'est le graphe que vous voyez à gauche. Par contre, en milieu de journée, là, le soleil est plus haut, donc le signe pourrait être meilleur, mais on a beaucoup plus de chaleur, de rayonnement infrarouge. La seule exception est le Big Bear en Solar Observatory, qui lui est en plein milieu d'un lac, qui lui arrive à avoir un très bon signe en milieu de journée. Mais sinon, clairement, c'est le petit matin qui est à privilégier pour faire du solaire. Et la deuxième chose, c'est un test fait par Karine Chevalier et Christian Villadrich. Là, vous avez ici la qualité donc, du seeing, du R0, en fait, en fonction de la hauteur de l'instrument vis-à-vis du sol. Plus votre instrument sera haut, meilleur sera clairement le seeing. Et c'est pour ça que les lunettes sont quand même pas mal à privilégier quand on fait du solaire, tout simplement parce que l'objectif est vraiment en haut de l'instrument. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire finalement sur l'observation du soleil. Alors vous pouvez acheter ces instruments en fonction des magasins. Alors la majorité revendent des instruments pour le solaire. Donc on va en parler. À noter 2 choses en fait. La première, c'est que ces étalons à four alors je ne sais pas pour les autres types d'étalons, sont faits à base de mica. Or, le mica provient de Russie. Donc, avec les embargos actuels, il est très très difficile de trouver des étalons neufs et ça va être de plus en plus difficile. Donc, si vous en avez un, gardez-le bien. Et si vous en trouvez d'occasion, considérez vraiment sérieusement le truc parce que ça va être difficile à trouver. Notez quand même que les étalons, globalement tous finalement, vont avoir des effets de zonage. Il sera donc recommandé de faire des flats avec un écran à flat en entrée de l'instrument, mais ça je vous en ai déjà parlé, mais ce sera vraiment très 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 important de considérer ça en H-alpha. Et enfin, donc effectivement, vous avez différents magasins qui vous proposeront des instruments et des étalons. Sachez que Daystar n'est quasiment plus distribué en Europe. Je crois qu'il y a TS Optics Telescope Express, pardon, et Astroshop qui continueront d'en vendre, mais les 2 importateurs français qui les ont importés à une époque sont plutôt en train d'arrêter parce qu'il y a des gros problèmes au niveau de la gestion du SAV, d'après ce que j'ai compris. Donc si vous en avez un qui fonctionne bien, tant mieux. Si vous en avez un qui a des problèmes, vous pouvez, à mon avis, vous avez plutôt intérêt à contacter Daystar en direct maintenant. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à me poser vos questions, bien évidemment dans l'espace commentaire, parce que je vais y répondre ensuite
par la suite des épisodes de cette série. Pardonnez-moi, c'était encore un petit peu long, pardon, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et n'oubliez pas que tous mes épisodes ont une progression les uns par rapport aux autres, donc je vous recommande vraiment d'aller aussi sur les playlists pour pouvoir retrouver plus et plus d'informations. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série, sinon vous retrouvez tous les épisodes dans la playlist. Et puis rendez-vous d'ici là sur le serveur Discord de la communauté Astro. Il y en a plusieurs qui font du solaire et qui partagent leur écran pendant qu'ils sont en train de faire des captures. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.